Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Anaïs Guillaume. Blagny, dans les Ardennes. Le 16 avril 2013, vers 20h, la jeune Anaïs prévient ses parents qu'elle sort pour la soirée. Ils ne la reverront jamais. 4 jours plus tard, sa voiture calcinée est retrouvée à quelques kilomètres de là. Mais pas de traces de la jeune fille. Que s'est-il passé ? Pour le savoir, les enquêteurs se plongent dans la vie intime de la jeune Anaïs. Et ils apprennent qu'elle était la maîtresse de son patron, un certain Philippe Gillet. L'agriculteur nie avoir quelque chose à voir avec cette disparition. Mais les gendarmes découvrent que son épouse est décédée il y a peu dans des circonstances étranges. Ce suspect au passé inquiétant a-t-il dit toute la vérité ? La réponse dans ce podcast inédit de Chronique criminelle. Automne 2011, dans le nord-est de la France. Le village de Blagny ne compte qu'1 millier d'habitants. Une petite localité des Ardennes, située au cœur d'une région très agricole. On est dans un village où j'ai envie de dire que les jeunes vont peut-être avoir un peu tendance à s'ennuyer. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union L'Ardennais. Parce qu'il n'y a pas de vie culturelle qui soit marquée par un cinéma, une MJC ou quelque chose comme ça. À part l'agriculture, il subsiste plus grand-chose dans cet endroit des Ardennes. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Il y a quasiment plus d'activité, les gens sont obligés de parcourir des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller travailler. C'est ici, à Blagny, que la famille Guillaume habite depuis toujours. Un couple d'ouvriers, Fabrice et Valérie, qui a plusieurs enfants, dont une fille aînée, âgée de 20 ans. Elle s'appelle Anaïs, une jeune femme dynamique et très épanouie, qui fait le bonheur de ses parents. Anaïs, c'est la joie de vivre, c'est quelqu'un qui aime les enfants. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Qui aime les animaux, qui aime faire la fête, qui est sincère en amitié et qui a beaucoup d'amour. Une fille calme, posée, courageuse, et puis elle faisait un peu toujours ce qu'elle voulait. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. Si elle avait décidé d'aller quelque part, elle y allait, elle nous demandait l'autorisation, même si on lui donnait pas, elle y allait quand même. Quoi. Elle a toujours été un peu comme ça. Un caractère très attachant, comme s'en souviennent aussi les copines d'Anaïs, en particulier Émilie, sa meilleure amie, qu'elle a connue au lycée agricole 3 ans plus tôt. On rigole, on suit les cours, mais le minimum. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Comme souvent nos profs nous ont dit, c'est un peu le club med, quoi. Et c'est vrai que, mais on a quand même eu nos examens. Anaïs Guillaume, elle a énormément d'amis, elle a une vie sociale très riche, elle est fêtarde, elle aime bien s'entourer, elle fréquente beaucoup les réseaux sociaux avec ses copines. Une jeune fille semblable à beaucoup d'autres et qui nourrit une véritable ambition professionnelle. Anaïs, c'est une jeune femme qui a la passion du cheval. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. Et qui voudrait un jour avoir une ferme pour pouvoir posséder de nombreux chevaux et une très belle pâture. C'était son rêve et toute maman essaye de réaliser les rêves de ses enfants. Après, avec mon mari, on lui laissait libre choix de faire ce qu'elle voulait faire. Octobre 2011. Anaïs vient de décrocher son baccalauréat agricole. Elle doit maintenant effectuer plusieurs mois d'apprentissage. C'est là que son destin bascule. Elle est embauchée dans une des fermes les plus prospères de la région. Donc Anaïs, elle va décrocher un stage presque inespéré dans une des plus grandes exploitations des environs, à quelques kilomètres de chez elle seulement, dans un petit bourg qui s'appelle Fromy. Une exploitation de 160 hectares. Pour la région, c'est une belle ferme.
l'espace, il y a des installations modernes, il y a quand même un robot de traite. Anaïs, quand elle arrive dans la ferme, pour elle, c'est un émerveillement. Et surtout, elle fait la connaissance du maître des lieux, Philippe Gillet, un agriculteur de 40 ans qui s'est spécialisé dans l'élevage. Il lui apprend le fonctionnement d'une grande exploitation agricole. Elle est vraiment fière de ce qu'elle fait, elle est très investie dans la ferme. Il y a tout pour elle là-bas, elle s'occupe des animaux, des champs. Et un mercredi après-midi, elle nous a emmenés passer quelques heures avec elle dans le tracteur et nous montrer ce qu'elle savait faire. On ne se rendait pas compte de ce que son travail représentait. Et là, on a été très fiers de notre fille. Anaïs Guillaume, 21 ans, s'épanouit dans son travail. C'est à ce moment que tout s'accélère. Philippe Gillet, qui a perdu récemment sa femme dans un accident, n'est pas insensible au charme de sa jeune stagiaire. Et elle a craqué, cet agriculteur grand, fort, avec une personnalité très affirmée, qui est presque un notable dans la région. Il a séduit Anaïs. Ils entament une discrète relation, mais sans habiter ensemble. La jeune Anaïs semble comblée par cette nouvelle vie. Jusqu'au mardi 16 avril 2013. Anaïs vient de passer la journée à travailler dans les champs. Il est 17h lorsqu'elle regagne en voiture le domicile familial. On est en fin de journée, Anaïs vient de rentrer de la ferme comme tous les jours, et elle ressort en disant à son frère que voilà, elle doit aller chez des amis. Et elle se change et elle dit à son frère qu'elle revient dans pas longtemps. Elle n'a même pas pris de papier, pas de sac à main, rien du tout. Elle part avec juste sa voiture et ses cigarettes. En partant, la jeune fille dit simplement de ne pas l'attendre, qu'elle a prévu de rentrer tard. Et elle s'en va au volant de sa voiture. Mais le lendemain matin, ses parents constatent qu'elle n'est pas là. Ils doivent se rendre à l'évidence. Leur fille n'est pas rentrée de la nuit. Bon, Anaïs est jeune, elle peut faire une imprudence ou pas penser à prévenir ses parents parce qu'elle fait la fête, mais en tout cas, ça lui ressemble pas du tout. Moi, d'habitude, elle m'envoie toujours des messages si elle rentrait pas, s'il fallait que je laisse la porte ouverte pour rentrer. Et là, j'avais pas eu de message, donc on a commencé à s'inquiéter. Pour tous ses proches, cette absence est inhabituelle. Premier réflexe, je prends le téléphone, j'appelle sur son portable, quoi, et je lui laisse un message, même marrant, où je dis écoute Anaïs, c'est bon, arrête, c'est bon, on a bien flippé, maintenant refais surface. Comme ça sonnait encore sur son téléphone portable. Au bout du fil, aucune réponse. Son portable bascule sur messagerie. La famille et les amis d'Anaïs Guillaume commencent à se poser des questions. Parce qu'avec son caractère bien trempé, elle peut avoir décidé de prendre l'air un peu quelques jours. Est-ce que c'est une fugue ou est-ce que c'est quelque chose de plus grave ? Je vais voir si elle a été chercher son cheval, je vais voir si elle n'a pas eu une chute à cheval. La thèse de l'accident, je pensais qu'elle aurait peut-être été nourrir ses chevaux et que ça s'était mal passé. Et quand on est arrivé et qu'on a vu les chevaux, on s'est dit non, c'est pas possible, elle n'est pas partie à cheval. La journée passe ainsi, sans aucune nouvelle d'Anaïs. 24 heures après sa disparition, ses parents, rongés par l'angoisse, se rendent à la gendarmerie locale pour qu'on lance des recherches. Mais les gendarmes temporisent. Ils disent aux parents que leur fille est majeure et elle est très bien pu s'absenter volontairement. Il fallait attendre 72 heures, je crois, pour lancer vraiment des recherches, quoi. 72 heures, ça fait long, quoi. Les parents insistent quand même, il y a des choses qui sont pas normales. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Il n'y a pas de vêtements d'emmener, il n'y a pas moyen de la joindre sur son portable, on ne retrouve pas la voiture non plus, donc c'est assez important. C'est un énorme point d'interrogation.
Rien à faire, les gendarmes considèrent qu'il est encore trop tôt pour qualifier cette disparition d'inquiétante. Alors les parents, de plus en plus angoissés, décident de mener leur propre enquête avec les moyens du bord. Après, on cherche beaucoup. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Mon mari cherche, moi je cherche de mon côté. Mais moi, je commence à chercher dans les alentours, si je vois pas la voiture déjà. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. On va voir un peu les connaissances qu'elle a à droite à gauche pour voir si quelqu'un l'a vue. Ses parents cherchent à savoir alors où leur fille a bien pu passer la soirée avant de disparaître. Et rapidement, ils apprennent qu'elle s'est rendue chez des amis dans le village à Blenny. Ses amis lui proposent de dîner chez eux. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Ils vont passer une soirée tout à fait normale. Ils vont dîner, ils vont boire un petit coup. Pour eux, ils racontent que tout s'est passé tout à fait normalement. En interrogeant ses amis, les parents d'Anaïs découvrent aussi que leur fille n'était pas seule ce soir-là. Elle était en compagnie de Philippe Gillet et ils ont quitté la soirée ensemble. Fabrice, le père de la jeune fille, décide aussitôt d'aller voir l'agriculteur. En lui demandant s'il a vu Anaïs, il a dit oui, que Anaïs avait dormi chez lui, qu'à 4h30 du matin, il se lève et elle n'est plus là. Qu'est-ce qui a pu provoquer ce départ précipité comme ça? Et pourquoi surtout ne pas prévenir les parents alors qu'Anaïs est en très bon terme avec eux et qu'elle les prévient systématiquement? Et même si elle voulait partir d'un coup de tête, on part pas sans carte bancaire, sans papier d'identité. Bon, c'est impossible. Difficile pour le père d'Anaïs de croire à un départ si précipité. Mais Philippe Gillet lui donne une information qui pourrait tout changer. Philippe Gillet, quand il y a la disparition d'Anaïs, il est catégorique. Pour lui, Anaïs a disparu, mais c'est volontaire. Pour lui, sa disparition n'est pas du tout inquiétante. Anaïs lui avait fait la confidence qu'en fait, elle en avait marre de sa vie actuelle et qu'elle se voyait bien tout quitter du jour au lendemain, sans rien dire à personne, pour mener la vraie vie qu'elle voulait. D'après Philippe Gillet, Anaïs aurait donc décidé de changer de vie du jour au lendemain. Mais au lieu de rassurer le père d'Anaïs, cette nouvelle l'inquiète encore plus. Fabrice Guillaume est déterminé à la retrouver. Quelques jours après la disparition de sa fille, Fabrice Guillaume est comme un lion en cage. Il faut qu'il trouve. Elle a dû avoir un accident, peut-être qu'elle est prisonnière dans sa voiture, dans un talus. On a cherché après la voiture, on a fait toutes les... On a les hôpitaux, les gendarmeries, même aux alentours. Toujours aucune trace d'Anaïs. Après 4 jours sans nouvelles, pas question pour son père de baisser les bras. Il parcourt les Ardennes à la recherche du véhicule de ses filles ou du moindre indice. Il franchit même la frontière belge à quelques kilomètres de là. Donc il se rend à la police de Florentville qui lui dit « Bah non, on n'a pas de profil d'une jeune fille comme vous nous décrivez. Par contre, on a une voiture qui a brûlé dans les bois de Chameleux. » Carbonisée, quoi. Et je lui dis il y a possibilité d'aller la voir. Une voiture abandonnée et carbonisée, Fabrice Guillaume veut tout vérifier. Anaïs aurait-elle pu être victime d'un accident de la circulation? Il fonce vers ce fameux bois, un endroit très isolé des Ardennes belges. Faut imaginer ça, c'est vraiment paumé, hein. C'est vraiment le coin vraiment paumé. Et la route serpente et il arrive sur cette carcasse de voiture. Donc il se gare, il approche avec une certaine appréhension. Au détour d'un chemin, Fabrice découvre la voiture en question. Et surprise, c'est le même modèle que celle de ses filles. Fabrice Guillaume va s'apercevoir que la voiture dispose d'un toit ouvrant, comme celle de sa fille. Il va s'apercevoir aussi qu'il y a des étuis à cigarettes qui sont exactement les mêmes que ceux qu'achète Anaïs. Pour son père, aucun doute possible. C'est bien la voiture de sa fille. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Elle est entièrement calcinée et n'a plus ses plaques minéralogiques.
pourquoi on lui a retiré ses plaques d'immatriculation. Ça veut dire que on veut pas qu'on la retrouve. Ben là, on s'est dit, le pire est arrivé, quoi. On a commencé vraiment à avoir peur, là. Et j'ai appelé mon épouse pour lui dire, et là, c'était la cata, quoi. Fabrice explique à sa femme qu'il a cherché partout autour de la voiture. N'ayant trouvé aucune trace de sa fille, il se demande si c'était bien elle qui la conduisait, car un détail l'intrigue. Le siège conducteur est reculé au maximum. Quand on sait que Anaïs Guillaume faisait un petit mètre 60, on se demande pourquoi aussi. Comment cette voiture est arrivée là? Même si on partait sur l'idée d'une fugue, il a fallu amener la voiture là, y mettre le feu, et après on repart comment? Il y a quelqu'un d'autre. La police belge et la gendarmerie française sont aussitôt alertés. Le fichier des cartes grises confirme que cette voiture appartient bien à Anaïs Guillaume. Une semaine après sa disparition, l'affaire est enfin prise au sérieux par les autorités. Vous l'avez entendu dans les titres, les parents d'Anaïs sont sous le choc, extrêmement inquiets après la disparition dans les Ardennes de leur fille âgée de seulement 21 ans. Une inquiétude décuplée depuis que la voiture de la jeune fille a été retrouvée totalement calcinée dans un chemin forestier à l'abri de regard, près du lieu-dit des Chameleux en Belgique. Anaïs, si tu m'entends, reviens à la maison, on t'aime. Tes frères, ils t'attendent, et nous aussi, on t'aime très fort, Anaïs. La famille d'Anaïs espère toujours la retrouver. Les forces de l'ordre organisent des battues, à la fois en Belgique et dans le nord des Ardennes. Mais elle ne débouche sur rien. Voilà 2 semaines maintenant qu'Anaïs n'a plus donné signe de vie. Les gendarmes convoquent alors plusieurs témoins, dont Philippe Gillet, l'amant d'Anaïs. Et l'agriculteur répond le plus sereinement du monde. On parle quand même de la disparition de sa maîtresse. Et Gillet, ça n'a pas l'air de le soucier plus que ça. Il fait l'effet d'un homme assez bourru. Mathieu Livoreille, journaliste à l'Union. Qui prend de la place, qui n'est pas très expressif sur ses sentiments, mais bon, ça évidemment, c'est pas illégal. Philippe Gillet confirme qu'Anaïs l'a bien quitté en pleine nuit. Une escapade volontaire qu'il explique par un nouvel élément. Il a reçu au petit matin des SMS de sa part pour lui dire qu'elle allait bien, mais sans préciser où elle était. Les enquêteurs commencent à échafauder des hypothèses. Il y avait aussi l'éventualité qu'Anaïs Guillaume soit bien partie vivante de son plein gré de chez Philippe Gillet cette nuit-là, et aurait fait une mauvaise rencontre d'un inconnu, d'un routier, d'un automobiliste. Une version qui reste maintenant à étayer. Mais en questionnant ses proches, les gendarmes ouvrent une nouvelle piste, plus précise. Ils découvrent qu'Anaïs fumait occasionnellement du cannabis. On peut y mettre plein d'hypothèses. Hypothèse qu'elle s'est embringuée d'une affaire de trafic de stupéfiants. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Avec des dettes importantes et qu'elle a été victime de ces trafiquants. Les gendarmes essayent de creuser cette piste-là. Ils vont faire des vérifications dans toute la région, mais aucune affaire de stupéfiants leur permet de remonter jusqu'à Anaïs. La disparition d'Anaïs, clairement, n'est pas liée à la drogue. Retour donc au point de départ. Sans indice supplémentaire, les enquêteurs décident d'exploiter la piste de la voiture d'Anaïs. Elle a été retrouvée en Belgique. Or, ils ont traité par le passé des affaires de prostitution qui les ont souvent menés de l'autre côté de la frontière. Cette piste-là peut être intéressante parce que Anaïs Guillaume disparaît. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union l'Ardennais. Sa carte vitale ne bouge plus, son compte en banque ne bouge plus.
pourquoi pas se retrouver embarqué dans une histoire de réseau et après partir dans d'autres pays en Europe. Mais il n'y a pas de piste concrète. À mesure que les mois passent, l'enquête finit par s'enliser. Mais la famille d'Anaïs, elle, est toujours déterminée à retrouver sa trace. Au bout d'un certain temps, ils vont même faire des choses qui, au départ, leur paraissaient complètement folles. Ils vont aller voir des voyants. Nicolas Delièze, journaliste, police-justice. Il faut se mettre à leur place, les parents d'Anaïs Guillaume, ils vivent plus depuis la disparition de leur fille. Tous les jours, toutes les heures, ils y pensent. Ils comprennent pas ce qui a pu se passer. Plus d'une année s'écoule ainsi sans la moindre nouvelle d'Anaïs. Ses parents craignent que leur fille tombe dans l'oubli. Alors, ils mobilisent tous ceux, famille et amis, qui côtoyaient la jeune femme. Il a fallu qu'on fasse des manifestations à Charleville-Mézières devant la préfecture de Charleville-Mézières. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Pour rencontrer le procureur qui n'a jamais voulu nous rencontrer. On n'a pas accès au dossier d'Anaïs. On se demande pourquoi. Charleville-Mézières, 16 avril 2015, 2 ans jour pour jour après la disparition d'Anaïs. En désespoir de cause, sa maman en appelle directement à l'opinion publique. Aujourd'hui, le but, c'est de faire une marche blanche pour notre fille, dire qu'on ne l'oublie pas et qu'on ne l'oubliera jamais. Et que même au bout de 10 ans, on continuera à se battre et on se battra jusqu'au bout. Pour les parents de la jeune femme, pour ses amis, le combat doit continuer coûte que coûte. Pour eux, le souvenir d'Anaïs Guillaume est resté intact, malgré ces interminables mois de silence. Une fois que les personnes ont disparu, ils ont disparu. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Alors on en parle dans la presse, les journalistes ont fait des reportages, tout ça, voilà. Mais en attendant, nous, elle n'est pas là, quoi. Comment on peut faire disparaître quelqu'un? Elle doit revenir avec nous. Et tant qu'elle ne sera pas revenue avec nous, on ne pourra jamais vivre en paix. Les proches d'Anaïs refusent de se résigner. Pourtant, il leur faudra plusieurs mois encore avant d'entrevoir un début d'explication. Septembre 2015, déjà 2 ans et demi d'incertitude. L'enquête sur Anaïs Guillaume n'a pas avancé d'un pas. Alors que les enquêteurs n'ont aucune nouvelle piste à explorer, c'est un journaliste, Philippe Dufresne, qui va relancer toute cette affaire. Le hasard fait que je m'arrête dans un café, je commande un expresso, et en buvant mon café, qu'est-ce que je vois? Une affichette sur un des piliers, et je vois donc un avis de recherche pour Anaïs Guillaume. Et je me dis, tiens, c'est toujours d'actualité, on en parle toujours. Bon, voilà, donc comme tout journaliste, je me pose une question, je vais aller voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'enquête. Clairement, c'est Anaïs Guillaume a disparu, la gendarmerie en a pris note, ça doit être une fugue, et ça va bien comme ça. Tout le monde s'en fout. Le journaliste est persuadé que l'enquête a été bâclée. L'affaire le passionne. Il reprend le dossier à zéro. Sa priorité, aller rencontrer les parents d'Anaïs Guillaume. Tout de suite, je découvre des gens qui sont vraiment en chute libre, dans une situation qui est catastrophique pour eux. Valérie et Fabrice Guillaume me donnent l'impression d'être des personnes qui sont totalement isolées dans ce dossier. Pour une fois, on a quelqu'un qui nous soutient. Pour une fois, il y a quelqu'un qui croit en nous et on se dit peut-être qu'on va aboutir à quelque chose. Et là, il ne veut pas que Anaïs tombe dans l'oubli et il me dit on va refaire des articles et des articles.
Et en questionnant ses parents, le journaliste découvre une information qui n'avait pas été rendue publique. En juillet 2012, 8 mois avant sa disparition, Anaïs avait déposé plainte pour violence contre Philippe Gillet. Ils se sont disputés pour une histoire de jalousie. Et là, il y a une scène qui éclate et M. Gillet porte des coups sur notre fille Anaïs. Parce qu'elle avait un œil amoché, une grosse bosse sur le front. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. Je suis monté à la ferme le voir, lui demander des explications pour lui demander ce qui s'était passé et puis pourquoi elle avait tapé Anaïs, quoi. Et lui, il nous a dit qu'il avait juste poussé et qu'elle était tombée. Anaïs Guillaume dépose plainte pour des faits de violence, il y a un certificat médical, plainte qui curieusement va être classée sans suite. Le journaliste comprend que la liaison entre Philippe et Anaïs semblait plutôt agitée. Et surtout, ces accusations de violence font de lui un suspect potentiel. Le reporter veut en savoir davantage sur la personnalité de l'agriculteur. Quand je commence à m'intéresser au dossier, des gens me disent « Oui, mais attention, la famille Gillet, faut pas rigoler avec. Ce sont des gens qui ont du pouvoir. Ce sont des gens qui, à l'occasion, n'hésiteront pas à rappeler qu'ils ont du pouvoir. » D'un côté, ce sont des gros agriculteurs, peut-être les plus importants de la région, mais ce sont aussi des durs. Et qui font un peu peur à tout le monde, faut bien le dire. Dans ces campagnes, les langues ont du mal à se délier, même si certains, sous couvert d'anonymat, dressent un portrait peu flatteur de Philippe Gillet et de ses frères. On laisse entendre qu'il serait mêlé à des affaires pas claires, et à des arnaques, à des choses comme ça. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Peut-être bien pour escroquer l'assurance, enfin des choses comme ça. Il y en a un qui a trempé dans le scandale de la viande chevaline. Il y en a un qui a été condamné pour violence sur sa femme. Philippe Gillet lui-même a été inquiété pour des bagarres où il aurait donné des coups un peu à plusieurs personnes. Mais pour Victoria, la fille de Philippe Gillet, cette réputation est injustifiée. Elle reposerait, selon elle, sur la jalousie suscitée par la réussite de sa famille. Quand on va quelque part, qu'on dit qu'on s'appelle Gillet, on sait tout de suite qu'on va avoir des préjugés, que les gens vont s'attendre à une certaine image de nous. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Malgré que je m'appelle Gillet, je suis toujours aussi fière de m'appeler Gillet et ça changera pas. Peut-être qu'il faudrait avoir honte, je sais pas, mais enfin, pour moi, c'est pas le cas. Début de l'automne 2015, l'enquête n'avance plus. Pour tenter de la relancer, Philippe Dufresne multiplie ses articles sur la disparition d'Anaïs Guillaume. De leur côté, les parents de la jeune femme prennent un nouvel avocat. Ils se replongent dans le dossier et ses conclusions sont sévères. D'ailleurs, l'avocat en question va remettre un pavé de 9 pages de pistes ou d'éléments qui n'ont pas été explorés. Mais avant, on était dans le néant. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Dans le néant, puisque tout ce qu'on demandait, on n'avait pas accès. De pouvoir avoir accès au dossier d'Anaïs, c'est un soulagement phénoménal. Et sous la pression conjuguée des médias et de sa famille, le dossier Anaïs est transféré du tribunal de Charleville-Mézières vers un service beaucoup plus spécialisé, le pôle criminel du tribunal de Reims. Un transfert qui change tout. Près de 3 ans après la disparition d'Anaïs, les gendarmes de la section de recherche de Reims reprennent donc les pistes laissées en suspens. Ils réinterrogent tous les proches d'Anaïs. Et il est un nom qui revient systématiquement. La dernière personne à avoir vu vivant Anaïs, c'est Philippe Gillet. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Et donc tout naturellement pour les gendarmes, il fait figure de suspect. Qu'est-ce qu'on peut envisager ? Une relation qui était peut-être pas simple. Anaïs commence à être un peu nerveuse par cette relation. Elle sait
plus trop bien où elle va. Donc ça crée assez rapidement des tensions dans le couple. Une relation qui s'envenimait de jour en jour. Dès lors, un possible scénario se précise dans l'esprit de ces gendarmes, des spécialistes des enquêtes criminelles. Philippe Gillet, qui aurait passé la soirée avec Anaïs Guillaume, mais ça se serait mal terminé. Est-ce qu'une dispute n'a pas dégénéré et que tout ça soit fini en drame? C'est l'hypothèse la plus probable à ce stade de l'enquête. Une hypothèse, mais toujours aucun indice matériel, hormis la voiture calcinée d'Anaïs Guillaume. Mais les gendarmes n'ont pas d'autres pistes. Ils continuent d'enquêter sur Philippe Gillet. Et des éléments nouveaux commencent enfin à apparaître. Un certain nombre d'investigations qui n'avaient pas été faites jusqu'à maintenant vont reprendre. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. Notamment au niveau de la téléphonie, du bornage, où là on va se rendre compte que la version qu'il avait apportée, la première version apportée, ne correspondait pas, semble-t-il, à la réalité. Selon la version de Philippe Gillet, Anaïs l'aurait quitté précipitamment en plein milieu de la nuit. Un scénario démenti par la géolocalisation du portable de la jeune femme. Soi-disant qu'à partir de 4h du matin, Anaïs est partie et aurait envoyé des messages à Philippe Gillet. Le souci, c'est que les téléphones continuent à borner de la ferme en question. Ça, c'est les études des relevés des opérateurs téléphoniques qui leur donnent la certitude. Le téléphone d'Anaïs et le téléphone de Philippe Gillet sont restés ensemble à la ferme. Pour les gendarmes, c'est une avancée déterminante. Le portable d'Anaïs n'a jamais quitté la ferme de Fromy. Philippe Gillet aurait-il menti dans ses dépositions? Les enquêteurs sont désormais convaincus qu'il est impliqué dans la disparition d'Anaïs. Et pour essayer de le confondre, ils décident de frapper un grand coup. Alors, au matin du 14 janvier 2016, plus d'un an après la réouverture du dossier, les enquêteurs passent à l'action. Ils lancent une vaste perquisition dans son exploitation agricole. La justice va procéder à une première fouille. Il y a un gros déploiement de gendarmerie au matin. Et d'un seul coup, arrive Philippe Gillet au volant de son tracteur, un gros tracteur. Et il va se positionner au milieu de la ferme et il va les regarder sur son siège sans montrer la moindre émotion, sans montrer de signes d'inquiétude non plus. On a l'impression qu'il surveille ce qui se passe. Les enquêteurs ne se laissent pas impressionner. Pendant qu'ils commencent à passer la propriété au peigne fin, Philippe Gillet, lui, continue de les observer. Et il va rester 2 heures facilement à les toiser du regard comme ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de montrer qu'il n'avait pas peur de quoi que ce soit. C'est pas pour lui, il a rien fait, il sait très bien qu'il a rien fait. Donc forcément, pour lui, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Soit elle est partie, soit il y a autre chose qu'on ne sait pas. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Parce que pour moi, quelqu'un qui ment se trahit forcément à un moment déjà. Et à côté de ça, j'ai toute confiance en lui. Et je suis convaincue qu'il a rien fait en fait. Et les premières heures de la perquisition semblent donner raison à l'agriculteur. Les gendarmes ne trouvent absolument rien de suspect. Quand subitement, en fouillant l'intérieur de sa ferme, ils font une première découverte. Le téléphone portable d'Anaïs avec sa carte SIM. Et on va s'apercevoir qu'il y a l'empreinte ADN de Philippe Gillet sur la carte SIM. Pour les enquêteurs, ça veut dire une chose, c'est que Philippe Gillet s'est probablement envoyé lui-même des textos en se faisant passer pour Anaïs. L'idée, ça serait que Philippe Gillet ait voulu s'envoyer un SMS avec le portable d'Anaïs Guillaume. Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais. Je te rassure, je suis bien rentré, enfin quelque chose dans ce genre-là.
Pour les gendarmes, cette découverte accable leurs suspects. Ils imaginent un premier scénario. En envoyant ces messages rassurants, Philippe Gillet aurait voulu brouiller les pistes, le temps de se débarrasser du corps. C'est alors qu'il tombe sur un nouvel indice. Les gendarmes vont retrouver une facture de 50 kilos de choux qui ont été achetés 2 jours avant la disparition d'Anaïs. On sait que c'est un produit qui sert à accélérer la décomposition des tissus, mais aussi des os. À terme, on peut quasiment plus avoir de traces d'un corps. Qu'est-ce que pouvait faire Philippe Gillet avec de la choux ? Chez lui, visiblement, il en a utilisé, mais il est incapable de justifier son utilisation. Le téléphone d'Anaïs et maintenant cette étrange facture de chaux. Des indices suffisants pour placer le jour même Philippe Gillet en garde à vue. Reste à savoir si la découverte de ces éléments suffira à déstabiliser le suspect. Les enquêteurs de Reims vont interroger avec force Philippe Gillet, voir s'il leur cache pas quelque chose. Ils veulent vraiment... C'est leur seule piste, en fait, Philippe Gillet, dans cette affaire. Gillet reste catégorique. Anaïs Guillaume a passé la nuit du 16 au 17 avril avec Philippe Gillet. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Et il s'est rendu compte dans la nuit qu'elle était partie. Selon Philippe Gillet, elle est partie ailleurs, reconstruire une nouvelle vie. C'est ce qu'il pense. Durant les 2 jours de sa garde à vue, Philippe Gillet campe sur ses positions. Il n'a rien à voir avec cette histoire. Et s'il était innocent ? Le 17 janvier 2016, la justice estime pourtant en avoir assez contre lui pour le mettre en examen. Il est placé en détention pour l'assassinat d'Anaïs Guillaume. Assassiné ou pas, impossible depuis presque 3 ans de retrouver trace d'Anaïs. 3 ans où sa famille n'a cessé d'imaginer le pire. Et même si elle avait refait une vie ailleurs, on la retrouverait. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Il n'existe pas le crime parfait. Un jour ou l'autre, on arrivera à découvrir la vérité. Et un jour ou l'autre, on saura la vérité. Ça pourra prendre le temps qu'il faudra, mais on saura la vérité. Pas le moindre aveu et toujours pas de corps. L'affaire Anaïs Guillaume fait à nouveau du surplace. Alors pour tenter de trouver de nouveaux indices, les gendarmes fouillent dans le passé de Philippe Gillet. C'est là qu'ils font un rapprochement très inattendu avec un drame survenu dans sa ferme. C'était 1 an avant la disparition d'Anaïs. Le 3 janvier 2012, Philippe Gillet alerte les pompiers. Il vient de se passer un accident dans la ferme. Une vache a chuté dans la salle de traite et elle a écrasé sa femme, Céline Gillet, qui ne répond plus, qui est inconsciente. Elle est entre la vie et la mort. Nicolas Deliez, journaliste, police-justice. Pendant 2 jours, elle va être dans un service de réanimation, mais les médecins ne vont pas pouvoir la réanimer. Elle décède à 34 ans, 2 jours après son accident. Il y a un accident qui est assimilable à un accident du travail, finalement. Il n'y a rien de spécial de relevé. Le permis d'inhumer va être donné très rapidement et Céline Gillet va être incinérée. Jusque-là, rien d'intrigant. Le décès est à l'époque officiellement reconnu comme accidentel. Mais maintenant que Philippe Gillet est soupçonné d'un meurtre, les gendarmes s'intéressent de plus en plus près à la mort de sa femme. En réalisant une enquête de voisinage, ils établissent que Philippe Gillet n'a pas attendu bien longtemps pour se montrer partout avec Anaïs, sa jeune maîtresse. Une semaine après que Céline est morte, il était au bal en Fleurantville avec. Sylvie Schmitt, ex-belle-sœur de Philippe Gillet. Tout le monde a parlé de ça.
Puis ils ne se cachaient pas. Hein. Ils étaient l'un avec l'autre tout le temps ensemble, alors qu'ils venaient d'incinérer sa femme. Ça va faire beaucoup de bruit dans le village. Parce que c'est trop tôt. Parce que pour certains, c'est indécent. Cette relation entre un homme, grand propriétaire terrien, gros éleveur, et sa jeune apprentie de 22 ans, c'est pas très bien vu par les gens des environs. Si les villageois jugent sévèrement cette liaison, pour les gendarmes, elle n'a rien de suspect. Sauf qu'en s'intéressant à la chronologie des événements, c'est de nouveau la surprise. Anaïs avait une relation avec Philippe Gillet avant le décès de Céline. Ils avaient été découverts par Céline Gillet. Ça avait amené d'énormes tensions dans le couple et les parents d'Anaïs me disent que pour eux, il y avait certainement du divorce dans l'air. Philippe Gillet trompait sa femme avec Anaïs. Les enquêteurs s'interrogent. N'aurait-il pas fait disparaître Céline, son épouse, pour vivre au grand jour son histoire avec Anaïs ? Une accusation inconcevable pour Victoria, la fille du couple. Franchement, mes parents s'entendaient très bien. Mon père a toujours donné à ma mère tout ce qu'elle avait besoin, tout ce qu'elle voulait. Forcément, comme dans tous les couples, ça n'a pas toujours été facile non plus. Mais à côté de ça, je pense qu'ils ont toujours su relever tous les défis, on va dire. Et non, ils ont fait tous les efforts pour que ça aille pour ma sœur et moi. Et oui, franchement, non, c'était mon parent. Mais les gendarmes ont suffisamment de doutes sur l'origine du décès de Céline Gillet pour réouvrir une enquête. S'agit-il d'un drame fortuit ou bien d'un crime maquillé en accident ? S'il s'agissait donc d'un accident de vache, eh bien les organes internes de cette femme auraient éclaté, ce qui n'est pas le cas. C'est impossible dans la configuration des lieux qu'une vache tombe et écrase quelqu'un. Dans le meilleur des cas, elle va s'asseoir un peu comme un chien, mais en aucun cas elle pourra basculer et écraser la personne. Le juge d'instruction d'ailleurs a ordonné un acte complémentaire. Arnaud Miel, avocat de la famille Guillaume. On appelle un transport sur lieu et un expert a légitimement établi qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'expert est formel. Ce décès ne saurait être consécutif à un accident. Le 16 juin 2016, 4 ans après les faits, Philippe Gillet est extrait de prison pour assister à la reconstitution de la mort de son épouse. Gillet qui est présent sur place et qui regarde encore toujours imperturbable, il se démonte pas. Il va dire vous êtes des gens de la ville, vous n'y connaissez rien. Si je vous dis que ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. Il est véhément, il est arrogant, il a le verbe haut, il a un regard, je dirais, noir et méchant à partir du moment où vous lui apportez la contradiction. Il ne supporte pas la contradiction. Même attitude lorsque le juge d'instruction l'interroge longuement sur les circonstances du décès de sa femme. Philippe Gillet continue de tout nier en bloc. Peut-être que c'est un accident qui se produit une fois sur 1 million, mais ça arrive quoi en fait. C'est un accident et rien d'autre. Victoria Gillet, fille de Philippe Gillet. Pour moi, on ne peut pas remettre en doute ça comme ça. Le parquet, à l'époque, a autorisé quelques jours après cet accident l'incinération de Céline Gillet. Ghislain Fay, avocat de Philippe Gillet. Ce qui laisse au demeurant à penser qu'il n'y avait aucun doute sur cette affaire. Il y a eu un article dans le journal qui disait que maintenant il était suspecté d'avoir tué ma mère. Et voilà. Ça se rajoute à l'affaire d'Anaïs, donc j'ai l'impression que plus ça va, plus on en rajoute quoi. Le 13 juin 2017, le couperet tombe. Au regard des expertises, Philippe Gillet est de nouveau mis en examen, cette fois pour le meurtre de Céline, son épouse. Comme il n'y a rien dans l'affaire d'Anaïs Guillaume, on vient ouvrir une deuxième affaire qui sert de contre-feu
Et de dire, voilà, regardez, non seulement il est coupable de l'assassinat d'Anaïs Guillaume, mais en plus, il est coupable d'avoir tué son épouse. Reste qu'en enquêtant sur le couple Gillet, le juge d'instruction s'est persuadé du contraire. Car pour lui, en éliminant sa femme, Philippe aurait pu aussi obéir à des motivations matérielles. Est-ce que sa femme n'avait pas décidé de le quitter? Nicolas Delièze, journaliste, police-justice. Ou est-ce qu'elle n'avait pas menacé de lui prendre une partie de son exploitation en divorçant? Et on ne divorce pas chez Gillet. À partir du moment où vous demandez le divorce, ils savent qu'il va falloir partager. Et eux, ils ne veulent pas, ils veulent tout. Je pense que Céline en a eu vraiment ras-le-bol, et puis qu'il y a eu des mots, sûrement des mots. Sylvie Schmitt, ex-belle-sœur de Philippe Gillet. Et qu'il a été violent, et qu'il a dû donner un coup qui n'était pas fait comme un autre, et que ça l'a tué. Et après, il a simulé le coup de la vache et tout ce qui va avec. Pour la famille d'Anaïs Guillaume, le scénario paraît désormais limpide. La jeune femme aurait subi exactement le même sort. C'est une drôle de coïncidence. Valérie Guillaume, maman d'Anaïs. Que Céline Gillet, elle décède et que Anaïs, elle disparaît peu de temps après. Avec Philippe Gillet, il y a toujours des disputes et ça va pas. Et elle se rend compte d'elle-même qu'elle doit arrêter sa relation avec Philippe Gillet. Donc elle voulait se séparer de lui. Fabrice Guillaume, papa d'Anaïs. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il s'est mis, il était fou de rage, quoi. Donc, Philippe Gillet aurait-il d'abord supprimé sa femme, puis sa maîtresse, parce qu'elle aussi voulait le quitter? Une théorie balayée par son avocat. Ses relations avec les femmes ont changé depuis le décès de son épouse. C'est quelqu'un qui a été bouleversé par cela et qui n'entendait plus reconstruire une quelconque liaison durable, puisqu'il avait d'autres relations avec d'autres femmes. Donc Philippe Gillet aurait parfaitement supporté une séparation. Non, il n'est pas violent, il a un fort tempérament. Il ne faut pas pousser les limites trop loin. Mais non, mon père, c'est pas quelqu'un de violent. Non. Je pense qu'en ajoutant de la souffrance à la souffrance, ça n'apporte pas la solution. Et ce qu'on doit aux parents d'Anaïs Guillaume, c'est la vérité. C'est pas leur présenter un coupable. Une double accusation d'homicide, mais un suspect qui clame inlassablement son innocence. Alors Céline Gillet et Anaïs Guillaume ont-elles vraiment été supprimées? Sans aveu, ni preuve irréfutable, ce sera la question centrale du procès de Philippe Gillet. L'agriculteur des Ardennes sera seul dans le box des accusés. On verra au débat, on verra les éléments à charge et à décharge. L'avocat que je suis et qui défend Philippe Gillet vous dit que cet homme est innocent à la fois de l'assassinat d'Anaïs Guillaume, mais aussi du meurtre de son épouse. Dans cette affaire, il y a deux possibilités. Soit la mort d'Anaïs est survenue involontairement suite à une dispute qui a dégénéré, un mauvais coup, ou c'est plus machiavélique. L'achat de Chaux 2 jours avant était bien constitutif d'un assassinat. Et que donc Philippe Gillet a même été jusqu'à entraîner Anaïs ce soir-là dans sa ferme, tout simplement parce qu'il avait l'intention de la tuer. Donc c'est pas rien. Il en a conscience. Pour quelqu'un qui crie son innocence, savoir qu'il risque la perpétuité, c'est insupportable. Le 4 avril 2019, après 8 jours d'audience, la Cour d'assises des Ardennes rend son verdict. Philippe Gillet est acquitté pour les coups mortels portés à sa femme, mais il est condamné à 22 ans de prison pour le meurtre d'Anaïs. La préméditation n'a pas été retenue. Une victoire au goût amer pour les proches d'Anaïs, qui espéraient enfin savoir où se trouve le corps de la jeune fille.
Voilà, oui, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'elle reviendra. Émilie Turat, meilleure amie d'Anaïs. Donc, je veux pas qu'on l'oublie et je veux qu'on garde d'elle une image. C'était une personne merveilleuse, voilà. Ce qui s'est passé, je veux même pas le savoir. Je veux juste qu'ils me rendent ma fille. Juste qu'ils nous disent où elle est. On n'a pas le droit de prendre un enfant à qui que ce soit. Philippe Gillet annonce de son côté qu'il fait appel de cette décision. La famille va devoir faire face à un nouveau procès. Mais en septembre 2019, coup de théâtre. Les avocats des deux parties, ainsi que des journalistes régionaux, reçoivent une étrange lettre anonyme. Dans ce courrier, le Corbeau lance plusieurs affirmations qui pourraient changer le cours de l'affaire. La lettre, elle est assez courte. Elle dit ceci. Caroline Lange, journaliste à l'Union Lardonnais. Les coupables de la disparition d'Anaïs sont toujours en liberté. Anaïs était en vie jusqu'en avril 2016. Elle a été retenue contre sa volonté en Belgique. Elle était donc toujours vivante 3 ans après sa disparition, alors que Philippe Gillet était déjà en prison. Par ailleurs, le mystérieux expéditeur affirme que le corps d'Anaïs est enterré sous un tas de fumier, tout près de chez Philippe Gillet. Tas de fumier qui avait pourtant déjà été fouillé en 2015 par les gendarmes, sans succès. En octobre 2019, Victoria, la fille de l'agriculteur, décide de creuser toute seule à l'endroit décrit dans la missive. Et là, surprise, elle tombe sur des ossements. Immédiatement, elle contacte les gendarmes et leurs conclusions sont sans appel. L'ADN du squelette retrouvé est bien celui d'Anaïs. Alors, ont-ils raté le corps en 2015 ou bien a-t-il été placé après leur fouille ? Anaïs Guillaume était-elle bien vivante en 2016, comme l'affirme la lettre anonyme ? Et qui est ce mystérieux corbeau qui semble détenir une part de la vérité ? Après enquête, il s'avère que c'est Victoria Gillet elle-même qui, sur ordre de son père, a écrit la lettre anonyme. En garde à vue, elle dira que depuis sa prison, il lui a dit où creuser pour retrouver le corps d'Anaïs. Des aveux terrifiants qui vont considérablement affaiblir la défense du suspect numéro 1 lors de son procès en appel. Le 22 avril 2021, devant la cour d'appel de Reims, Philippe Gillet est condamné à 30 ans de réclusion pour assassinat assorti d'une peine de sûreté des 2/3. Cette fois-ci, la préméditation est retenue. En revanche, il est de nouveau acquitté pour la mort de sa femme. Pour la famille d'Anaïs Guillaume, après 8 années d'un long et douloureux combat pour la vérité, c'est enfin le soulagement. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.